Mes chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui des révélations sensationnelles qui ont été faites par un grand journaliste d'investigation, l'un des plus connus au monde, le journaliste américain Seymour Hersh, sur le fameux sabotage du gazoduc Nord Stream 2 et qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 26 septembre 2022, qui a été un tournant dans le conflit actuel entre la Russie et le monde occidental, puisque ce jour-là, on a aperçu, le monde entier a appris que les canalisations, il y avait plusieurs canalisations, qui apportaient du gaz et de ce gazoduc qui était tout neuf et qui devait donc fournir en gaz l'Allemagne et aussi d'autres partenaires, puisque la France était partie prenante à cette affaire, eh bien on a appris que ce gazoduc avait été plastiqué et donc il y avait des fuites considérables. Alors rappelez-vous, c'était en septembre 2022, c'était il n'y a pas très très longtemps, c'était il y a moins de 6 mois. L'émotion avait été considérable. Ça avait montré aussi que il y avait des forces derrière qui cherchaient à envenimer la situation, et puis surtout ça coupait les pattes, si j'ose dire, de l'Europe occidentale, puisqu'elle se retrouvait avec non seulement une obligation qu'elle s'était elle-même fixée sur la demande américaine de faire un embargo sur l'importation des produits pétroliers, des hydrocarbures russes, mais même là-devant l'obligation de subir une fatalité, c'était que ce gazoduc ne fonctionnait pas. Alors, rappelez-vous aussi ce qui s'était passé à l'époque, c'est que aussitôt, on avait eu des narratives officielles et tout le monde, dans les médias, mais aussi en Union européenne, mais aussi à Washington, nous avait sommé de regarder que vers Moscou pour chercher le coupable. J'avais fait partie de ceux, il y en avait quelques autres, mais j'avais fait partie de ceux qui avaient aussitôt senti que tout ça c'était quand même pas très clair, puisqu'il suffit, il y a quand même le grand proverbe latin qui prodet, à qui profite le crime. Quand il y a quelque chose qui se passe qui est un crime ou un attentat, la première chose qu'il faut se poser comme question pour savoir qui l'a commis, c'est à qui est-ce que ça profite. Et aussi, quel est celui à qui ça ne profite pas du tout. Donc, l'évidence, c'est quand même qu'il était très 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 peu probable que ce soit la Russie qui ait fait ça, parce qu'elle n'avait absolument aucun intérêt. Au contraire, elle se tirait une balle dans le pied, si j'ose dire, puisqu'elle détruisait un actif très important à elle, et elle se privait d'un moyen éventuel de chantage sur les pays occidentaux. On n'imagine pas non plus d'ailleurs que l'Allemagne ou la France aient pu faire ça, puisque l'Allemagne était très demanderesse. Et donc il suffisait de connaître le dossier pour se permettre de penser que le grand bénéficiaire, il n'y en avait qu'un seul, c'était les États-Unis d'Amérique. En France, notamment, on a eu les grands relais des réseaux d'influence américains et de désinformation américaine qui se sont mis sur le créneau immédiat, qui ont été sans doute sommés d'intervenir pour faire croire que c'était bien Moscou qui avait commandité ça. On a donc vu des gens comme Robert Ménard. Robert Ménard, je rappelle que il était à Reporters sans frontières. Renseignez-vous, tout le monde sait que Reporters sans frontières a été et est un des faux-nés des réseaux de la communauté du renseignement américain. On a eu également des feuilles de chou comme Franc-Tireur de M. Christophe Barbier, de M. Raphaël Enthoven ou de Mme Caroline Fourest qui sont montés au créneau pour dénoncer ceux qui envisageaient que peut-être c'était les États-Unis qui avaient pu faire ça. Quelle idée scandaleuse. On a eu aussi, bien entendu, Conspiracy Watch de M. Rudi Reichstadt qui est monté au créneau. Ces fameux débunkers, qui est assez amusant en fait, sont c'est grossier comme propagande, puisque quand on a un tout petit peu l'habitude, on sait à l'avance sur tout sujet ce qu'ils vont dire. Que ce soit sur les injections ARN Pfizer, que ce soit sur la Covid, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit la Chine, que ce soit Taïwan, le Tibet, les Ouïghours, que ce soit la Russie, que ce soit la Pologne, que ce soit la scène politique intérieure américaine, que ce soit la scène politique intérieure française, sur absolument tous les sujets, ces débunkers sont en fait des chiens de garde qui sont là pour surveiller si tout le monde marche bien dans les clous et si surtout, il ne faut jamais se poser la moindre question parce que sinon ça veut dire que vous êtes complotiste, conspirationniste, que vous êtes d'extrême droite éventuellement, que vous êtes aussi une personnalité controversée. Ça fait partie de ces mots codés de la langue de bois de la dictature française contemporaine qui essaie d'empêcher les Français de penser. Voilà. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une enquête ensuite. On peut pas, une fois qu'il y a un événement aussi considérable que ça, qui, je le répète, a représenté un véritable tournant dans les événements, et où les incriminations étaient quand même très, très dures, parce que dire que c'était la Russie qui avait fait ça, c'était un acte de guerre quand même contre un pays de l'OTAN. Donc il fallait quand même regarder ça d'un tout petit peu plus près. Et il y a naturellement eu une demande des opinions publiques pour avoir une enquête. La Russie, qui a apporté le démenti le plus formel aux accusations qui étaient portées contre elle, a demandé à faire partie de l'enquête. Ça lui a été refusé. L'enquête a été conduite par la Suède et le Danemark, qui étaient les pays riverains, avec, je crois, un droit de regard de l'Allemagne. Il y a également, je crois, plus ou moins la Norvège, qui était un peu les pays nordiques, et puis c'est tout. Mais en revanche, la Russie n'a pas eu le droit de participer à l'enquête. Elle n'a même pas eu le droit d'avoir les éléments, communication des éléments de l'enquête. Donc déjà, ça sent quand même assez mauvais, parce que c'est comme si vous étiez dans une dispute, je sais pas, devant une juridiction, et puis que vous n'avez pas accès au dossier. Donc vous savez pas du tout ce qu'il y a dans le dossier, ni ce que on trouve dans le dossier. Mais néanmoins, on a donc été sur cette affaire, et puis petit à petit, vous avez noté que on en a parlé de moins en moins, pour ne plus en parler du tout. Or, l'histoire des 50 dernières années montre qu'il y a un certain nombre d'affaires très très importantes et qui sont étouffées petit à petit, des affaires qui font le devant de la scène mondiale pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années parfois, et puis qui se terminent en eau de boudin, comme dit l'expression, c'est-à-dire qu'en fait, en définitive, on ne sait jamais vraiment très bien qui était derrière cette affaire. Et en règle générale, les spécialistes des services de renseignement dans le monde entier savent que lorsqu'on ne sait pas très bien qui était derrière cette affaire, on ne le sait que trop bien. Ça se tourne pratiquement toujours de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Donc il y a des affaires comme ça, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Parmi des exemples célèbres, l'affaire de l'accident de la TWA 800 de 747 qui a décollé de Long Island en 1996 et ce vol le TWA 800 qui a explosé en plein vol. Alors c'est une histoire à soi seule qu'il faudrait raconter, mais on nous a raconté une histoire comme quoi c'était des gens qui avaient marché sur le tapis à l'intérieur du 747. Enfin, c'est une histoire de brigands qui n'a... En réalité, quasiment tout le monde, tous les spécialistes se savent qu'il s'agit très probablement d'un missile qui avait été tiré par erreur. C'est ce qu'on appelle un tir ami, par erreur lors d'un exercice militaire par un navire de l'armée américaine sur ce Boeing 747. Bon, il y a comme ça toute une série d'affaires. Il y a l'affaire, je ne parle même pas de l'affaire des époux Skripal, dont je rappelle qu'ils sont censés avoir été à l'article de la mort, puisque normalement, c'était, paraît-il, Poutine qui avait demandé qu'on les estourbisse à coups de Novichok. Vous vous rappelez, c'était il y a 5-6 ans. En fait, ils ont réchappé à la mort, mais on n'en a plus jamais entendu parler. Le moindre journaliste d'investigation devrait quand même s'intéresser à demander simplement d'aller les interviewer. Donc ça fait partie de ces affaires qui disparaissent comme par enchantement. C'était parti pour, en fait. Voilà. Cette affaire de Nord Stream 2, qui a une importance considérable, puisqu'il s'agit de couper l'accès de l'ensemble de l'Europe occidentale au gaz, était parti pour qu'on n'en parle plus, en définitive. C'est alors qu'est intervenu ce scoop énorme avec ce journaliste Seymour Hersh qui a donné les éclaircissements en expliquant qu'il s'agissait de la CIA qui avait conduit ça avec l'US Navy à la demande du président Biden et avec le soutien logistique de l'armée norvégienne. Et donc ce Seymour Hersh qui a fait savoir qu'il tenait ces informations de quelqu'un qui était extrêmement près du dossier, eh bien Seymour Hersh nous a expliqué devant la presse mondiale, il a mis un rapport très, très documenté, il a expliqué que le 22 juin 2022, il y avait eu simplement, si j'ose dire, à l'occasion d'un exercice de l'OTAN en mer Baltique, il y avait eu des plongeurs de l'US Navy qui avaient installé
sur les canalisations de Nord Stream 2 des engins explosifs, des bombes télécommandées, et qu'il les avait installés à des endroits qui leur avaient été recommandés, paraît-il, par l'armée norvégienne. Sachant que la Norvège n'est quand même pas tout à côté. Bon, mais que la Norvège est l'un des piliers de l'OTAN, puisque je rappelle que le secrétaire général de l'OTAN actuellement, M. Stoltenberg, qui appartient à une grande dynastie d'industriels norvégiens, je l'avais rencontré quand j'étais dans le cabinet ministériel, j'avais fait le voyage d'Oslo avec le ministre de l'Industrie, je l'avais rencontré. C'était quelqu'un qui représente vraiment une espèce d'aristocratie norvégienne qui voulait absolument que la Norvège entrât dans l'Union européenne alors que les Norvégiens s'y sont toujours refusés. Bref, M. Stoltenberg, après avoir été Premier ministre norvégien, est actuellement le secrétaire général de l'OTAN. C'est un atlantiste. On ne peut pas faire plus atlantiste que lui, à part peut-être les Britanniques. Et donc, M. Seymour Hersh nous dit que ces bombes ont été placées le 22 juin 2022 et qu'ensuite elles ont été dormantes, si l'on peut dire, pendant 3 mois, ce qui permet de brouiller les pistes. Et puis que le 26 septembre, donc 3 mois, un peu plus de 3 mois après, il y a eu un avion de reconnaissance de l'armée norvégienne qui a survolé la zone et qui a balancé un sonar, une bouée sonar qui est tombée dans la mer Baltique à proximité dans l'endroit où il savait que les bombes avaient été placées et que ce sonar ensuite dérivant dans les parages a émis des sons basse fréquence sur une fréquence tout à fait unique et c'est ça qui a déclenché les bombes. Alors effectivement, c'est le crime parfait parce que simplement on voit un avion passer et puis il y a quand même un certain délai entre le moment où la bouée tombe à la mer et puis elle commence à émettre ces explosions. Et donc, en fait, si on recherche, eh bien on se dit mais comment ça a pu y arriver puisqu'on n'a pas vu de navire, etc. Sauf que évidemment, les événements avaient été préparés avec 3 mois d'avance. Voilà. Alors, qui est ce Seymour Hersh pour dire ce genre de choses ? C'est quand même quelqu'un dont il faut écouter le témoignage, parce que c'est, comme je le disais en préambule, c'est l'un des journalistes d'investigation les plus célèbres du monde. Les plus célèbres du monde, puisqu'il a eu, et regardez, écoutez bien le pédigré qu'il a eu, ce monsieur a obtenu le prix Worth Bingham en 1969, tout ça, ce sont des prix pour reconnaître la qualité d'un reportage ou l'excellence d'un journaliste. Il a eu le prix George Polk, qui est également un prix qui consacre des bons articles, des bons reportages d'un journaliste en 1969, puis en 1973, puis en 1974, puis en 1981, puis en 2004. Il a eu également le prix John Lennon Yoko Ono Grant for Peace de 2004. Il a eu le prix Letellier Moffitt des droits de l'homme en 2004, le prix Orwell en 2004, un prix allemand, le Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien, c'est le prix pour la liberté et l'avenir des médias en 2005. Il a même eu en 2017 le Sam Adams Award, c'est-à-dire un prix qui est remis par des anciens membres de la CIA, du FBI et de la communauté des services de renseignement qui lui ont donné ça justement pour montrer que les services de renseignement ne lui sont pas hostiles. Mais cet homme reste surtout célèbre dans l'histoire pour avoir obtenu le plus prestigieux des prix journalistiques, qui est le prix Pulitzer de reportage international en 1970. C'est une espèce de prix Nobel pour les journalistes. Donc, c'est quelqu'un dont les témoignages doivent être accueillis avec le plus grand respect, le plus grand sérieux. Il met sa réputation planétaire en jeu quand il dit ce qu'il a dit. Alors, pourquoi est-ce qu'il avait obtenu le prix Pulitzer en 1970 ? Parce qu'il avait justement révélé le massacre qui avait été commis par les forces américaines le 16 mars 1968 dans un petit village de la province de Quang Ngai au Vietnam, à peu près dans le centre Vietnam, le massacre de My Lai, où une série de soldats américains avaient, de façon purement gratuite, si l'on peut dire, procédé à un carnage, un peu comme la division Das Reich, la division des nazis à Oradour-sur-Glane. Donc là, ça n'avait pas été exactement la même. Ils n'avaient pas regroupé tout le monde dans une église pour y mettre le feu comme à Oradour-sur-Glane en 1944. Vous connaissez cette horreur près de Limoges qui s'est produite en France à cause de la division nazie Das Reich. Mais on n'en était pas très loin puisqu'il y a eu quand même, en gros,
En gros, 500 morts, avec des hommes, des femmes, des civils, femmes, enfants, y compris des nourrissons qui ont été abattus pendant de longs moments par ces troupes américaines assoiffées de sang. Alors pourquoi est-ce qu'elles ont commis ça? Parce que on savait, les Américains avaient appris qu'elles avaient sans doute donné refuge à des Viet Cong, c'est-à-dire à des insurgés vietnamiens communistes qui combattaient la présence américaine au Sud-Vietnam. Mais c'était pour le moins expéditif. C'est exactement ce que l'on appelle un crime de guerre. Un crime de guerre. Et celui qui a sorti le reportage, c'est justement Seymour Hersh. Et ça lui a donné un retentissement considérable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les médias américains, qui étaient des vrais contre-pouvoirs, ont mis cette affaire en avant, et ça a été un tournant de la guerre du Vietnam. Il faut bien comprendre ça. Ça a été un des tournants de la guerre du Vietnam. Ça n'a pas été le seul, mais ça a coïncidé. Les événements ont été commis en mars 1968. Seymour Hersh a donné l'information quelques semaines ou quelques mois après. Et évidemment, c'était au moment où il y avait beaucoup de conscrits qui allaient au Vietnam. Nous étions sous Nixon. Et évidemment, l'opinion publique américaine, qui était déjà hostile à cet engagement au Vietnam, qui avait été lancé du temps de Kennedy, poursuivi par Lyndon Johnson, était devenue de plus en plus hostile. Elle voyait bien qu'elle patinait. Et là, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la contestation. C'est pour ça que ça a eu une importance tout à fait considérable. Monsieur Seymour Hersh est resté célèbre également pour avoir dénoncé d'autres abus, notamment sur d'autres théâtres des forces américaines. En particulier, c'est à lui que l'on connaît, que l'on doit la connaissance des atrocités commises par l'armée américaine dans la prison de Abu Ghraib en Irak en 2003 et 2004, où l'on a appris grâce à lui, grâce aux informations qu'il avait obtenues, que lui avait d'ailleurs donné un certain nombre de responsables, peut-être de la communauté des services de renseignement, qui ne supportent pas que leur pays, pour lequel ils ont de l'admiration et de l'affection, les États-Unis d'Amérique, il y a quand même beaucoup de patriotes aux États-Unis, ils ne supportent pas que leur pays commette des atrocités. C'est ce qu'on a découvert dans cette prison en Irak, où des prisonniers irakiens ont subi des sévices de toute nature, les pires qui soient, des humiliations, traîner par terre avec une laisse comme des chiens, être obligés de rester debout pendant des heures et des heures les bras en l'air, baignant dans leurs excréments. Enfin bref. Et ce scandale, c'est également Seymour Hersh qui l'a dénoncé. Alors, compte tenu de ce pédigré, l'information que Seymour Hersh a donnée devrait normalement être un véritable coup de tonnerre sur la scène politique internationale. Normalement, si l'Occident était comme en 1968 avec les États-Unis, ou comme en France, à l'époque, on devrait avoir l'ensemble du monde occidental qui ne ferait que ces grands titres là-dessus. Parce que de quoi s'agit-il en définitive? Il s'agit en définitive du fait que les États-Unis d'Amérique, selon désormais donc toute probabilité, que les États-Unis d'Amérique ont commis un acte de guerre à l'encontre de l'Allemagne et accessoirement de la France, qui sont copropriétaires de ce gazoduc. C'est donc quelque chose de terrible. Normalement, ce qui se passe sous nos yeux, c'est l'explosion de l'OTAN. Puisque les États-Unis, l'Allemagne, la France sont dans l'OTAN. Il y a un article, l'article 5 du traité du 4 avril 1949, sur l'Atlantique Nord, sur le traité de l'OTAN, les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Il s'agit bien d'une attaque armée, puisque ce sont des éléments de l'US Navy qui sont allés plastiquer quelque chose, une espèce de veine jugulaire apportant le gaz, qui est d'une importance considérable pour l'économie de l'Europe occidentale et en particulier de l'Allemagne. Normalement, cette attaque sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, donc contre tous les autres États membres de l'OTAN, et en conséquence, elles conviennent que si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collectif reconnu par l'article 51
de la Charte des Nations Unies assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Ça veut donc dire que normalement, au vu des révélations, l'Allemagne et la France pourraient, et d'ailleurs l'ensemble de l'Italie, l'Espagne, etc., devraient intervenir et entamer une partie de bras de fer, une épreuve de force vis-à-vis de l'auteur de cette affaire, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et s'il y a encore le moindre doute, eh bien, c'est précisé à la suite de l'article 5. Il est précisé à la suite de l'article 5 que vous voyez, vous pouvez le lire vous-même. Il est précisé que c'est le Conseil de sécurité qui suit cette affaire. Donc, en bonne logique et en droit international, compte tenu des soupçons très lourds qui pèsent désormais sur les États-Unis d'Amérique, eh bien, normalement, l'Allemagne, la France et d'autres pays de l'OTAN, mais en tout cas ces deux-là, devraient, puisqu'ils sont partie prenante au projet, devraient aussitôt saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander une enquête internationale sur ça et sur les allégations qui ont été faites par Seymour Hersh. Il devrait notamment y avoir une audition du Premier ministre norvégien, du secrétaire général de l'OTAN. Il devrait y avoir également une audition d'un certain nombre de militaires norvégiens, mais aussi de militaires américains. Puisque, après tout, les services qui sont dans l'US Navy, qui font du plasticage sous-marin, il ne doit quand même pas non plus y avoir des centaines de milliers de personnes. On doit pouvoir trouver assez facilement les auteurs de cette affaire. Alors, les soupçons sur les États-Unis sont donc très importants, et ils sont d'autant plus importants que, comme je le disais tout à l'heure, les États-Unis d'Amérique ont un intérêt tout à fait fondamental à couper l'approvisionnement en énergie bon marché aux pays d'Europe occidentale, puisque c'est un moyen pour eux de vendre à l'Europe occidentale du gaz de schiste extrêmement ruineux à des prix ruineux et de ruiner au passage des concurrents économiques. Donc c'est une guerre économique absolument sans foi ni loi, bien typique des westerns américains. Mais il y a une cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, Joe Biden, le président des États-Unis lui-même, avait prévenu. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly? Since the project and control of the project is within Germany's control. We will, I promise you, we'll be able to do it. Résumons-nous. On a appris que le gazoduc Nord Stream 2, je dis Nord Stream 2, en fait c'est une facilité parce qu'en fait il y a à la fois Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il y avait deux canalisations puisque le Nord Stream 1 était plus ancien. On a pris l'habitude de parler de Nord Stream 2 parce que c'est celui qui est le plus récent et qui faisait grief. Mais en fait les deux qui ont été sabotés, ils étaient côte à côte, c'était Nord Stream 1 et 2, pour être précis, si certains souhaitent la précision. Eh bien, ce gazoduc, on sait que les Américains n'en voulaient pas, que les Américains ont tout fait pour ne pas en vouloir, que les Américains, par la bouche du président des États-Unis, a menacé et a expliqué, avec un air entendu de parrain de la mafia, que si les Russes entraient en Ukraine, eh bien Nord Stream 2, ils pouvaient le garantir, ne fonctionnerait plus, avec un air entendu. Tout le monde a compris, bien sûr, que c'est eux qui le feraient sauter. Il le dit. On a le plus grand journaliste d'investigation au monde, M. Seymour Hersh, qui est resté célèbre pendant des décennies, justement par son éthique très professionnelle du journalisme, la grandeur du journalisme américain, parce que aux États-Unis, il y a des éléments de grandeur. Lorsqu'on a vu la presse américaine, justement, faire preuve a été le rempart de la démocratie aux États-Unis dans les années 68, justement, au moment de la présidence Nixon. Il faut le reconnaître. Donc lorsque Seymour Hersh met en jeu toute sa réputation mondiale pour donner un scénario précis dont il dit qu'il l'a eu de la meilleure source et qui apporte exactement les pièces qui manquaient au puzzle. Donc tout devient absolument lumineux.
Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, il se passe maintenant, et c'est là l'un des enseignements les plus terribles de cette affaire, c'est que l'affaire, elle est étouffée. Les grands médias occidentaux n'en parlent, en ont à peine parlé, et très très vite, l'ont glissé sous le tapis. Il y a même encore pire, c'est qu'on a vu l'ère de la calomnie commencer à apparaître contre Seymour Hersh. Exactement le même air de la calomnie que celui qu'on entend contre quiconque commence à s'opposer aux narratives officielles. Des commandos de plongeurs américains auraient déposé des explosifs au fond de la mer avec l'aide de l'armée norvégienne. Information aussitôt démentie fermement par les États-Unis, alors qu'en Russie, au contraire, elles sont prises très au sérieux. Il faut dire que ce journaliste est extrêmement connu aux États-Unis. Oui, c'est une légende du journalisme d'investigation. En 1969, il est à l'origine des révélations sur le massacre de My Lai au Vietnam. Il raconte comment une section américaine a liquidé tous les habitants d'un village, hommes, femmes et enfants, près de 500 morts. Finalement, les militaires seront jugés et condamnés et Hersh recevra le prix Pulitzer. 35 ans plus tard, le journaliste publie son deuxième scoop mondial sur les tortures de l'armée américaine dans la prison d'Abu Ghraib en Irak. Vous vous souvenez peut-être d'une photo d'une femme militaire américaine qui tenait en laisse des prisonniers irakiens nus. C'est lui qui avait révélé ce scandale. Seulement, aujourd'hui, Seymour Hersh a maintenant 85 ans et il n'a plus la même aura. D'abord, dans la vie, il est extraordinairement antipathique et arrogant, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est plus embêtant, c'est que ces dernières enquêtes ont été très contestées et même plusieurs fois refusées par les plus grands journaux américains. Il a par exemple nié l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad en Syrie, mais sans apporter de preuves crédibles de ce qu'il avançait. Pour son dernier scoop sur le sabotage américain en mer Baltique, il ne s'appuie que sur une source anonyme. Il raconte les faits comme dans un roman d'espionnage. C'est tout à fait captivant, mais pas forcément convaincant. Oui. Résultat, on ne sait toujours pas qui a saboté ces gazoducs. Oui, un scoop controversé, comme à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est peut-être vrai. Mais il a du mal à le prouver. Oui, voilà. Le peut-être n'a pas sa place dans ce genre d'affaires, évidemment. C'est le même air de la calomnie qui a frappé le professeur Montagnier, ou certains professeurs de médecine français, dont je rappelle quand même que nous avons eu des ministres, des sénateurs, des journalistes, des intervenants, des écrivains, des artistes, n'ayant pas eu un seul cours de médecine dans leur vie, qui se permettaient de traiter le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, ou d'autres professeurs de médecine français de charlatans. C'est de la même chose qui se produit avec Seymour Hersh, puisqu'on a appris par BFM TV qu'en fait, ce monsieur, il a 85 ans, donc sous-entendu, il est gâteux, c'est un vieux schnock. On nous a dit que c'était une personnalité controversée. Un controversé est un adjectif, comme je le disais au début, qui me fait personnellement toujours rigoler. Est-ce que vous connaissez, vous, quelqu'un qui n'est pas controversé ? Bon. Est-ce que Macron n'est pas controversé quand il y a 70%, 75% des Français qui sont contre sa réforme des retraites, par exemple ? Est-ce que vous, Madame Le Pen, est-ce que M. Mélenchon ne sont pas controversés ? Est-ce que M. Édouard Philippe, est-ce que M. Ciotti, est-ce que M. Olivier Faure ne sont pas controversés ? Et Olivier Véran et tout ça ? Non, tout le monde est controversé. Mais dans la doxa dominante en France, dans la langue de bois française qui prévaut aujourd'hui, dans cette dictature qui ne dit pas son nom, au détour d'une phrase, on dit oui, c'est quelqu'un de très controversé, il y a un petit sourire, c'est-à-dire sous-entendu, c'est un illuminé, c'est un hurluberlu, c'est un professeur nimbus, c'est quelqu'un de très excessif. En fait, il est bon pour l'EHPAD. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'arrive à la conclusion. La conclusion, elle est terrible. Elle est terrible d'abord sur le fond du dossier. Les États-Unis d'Amérique se sont permis d'attaquer l'Allemagne par un acte de guerre. C'est un acte de guerre, avec envoyer l'armée pour détruire la veine jugulaire d'approvisionnement énergétique d'un État, c'est un acte de guerre. Premièrement, ils ont fait ça au sein même de l'OTAN. Ça veut donc dire que l'Alliance Atlantique, c'est une plaisanterie. La deuxième chose terrible, c'est que l'Allemagne ne dit rien. Le gouvernement français ne dit rien. C'est d'ailleurs, si vous y réfléchissez un instant, c'est incroyable.
Normalement, le gouvernement allemand, le gouvernement français auraient dû avoir il n'y avait que deux réponses logiques. La première, c'était de dire mais non, c'est absolument faux, nous savons tout ça, c'était pas vrai. Les États-Unis n'ont absolument pas fait ça, nous savons par nos services de renseignement que ce ne sont pas eux. Ils ne l'ont pas dit. Qui ne dit mot consent. Ils savent que c'est vrai. Le gouvernement de Berlin sait que ce sont les États-Unis. Macron sait que ce sont les États-Unis. Sinon, la deuxième possibilité, c'est de réagir en disant puisque ce sont les États-Unis, nous déférons l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous allons demander maintenant des réparations aux États-Unis. Il faut qu'ils présentent leurs excuses, il faut qu'ils réparent ce qu'ils ont commis, et il faut qu'ils reconnaissent que c'est eux qui ont attaqué des alliés de l'OTAN. Ce qui est absolument incroyable dans toute cette affaire, c'est qu'il ne s'est pas trouvé un seul journaliste en France ou en Allemagne pour avoir l'idée d'aller demander au chancelier Scholz ou à Macron « Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez quoi du rapport Hersh ? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Le plus extraordinaire aussi de toute cette affaire, c'est que pendant que vous avez des officines évidemment infiltrées par la CIA, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le journal Le Monde est entièrement tenu par les intérêts américains. Donc là, lorsque la presse française ne dit pas un mot sur cette affaire absolument monumentale, elle entérine une nouvelle jurisprudence avec les dirigeants des autres pays de l'OTAN. La jurisprudence, et vous savez, il y a une espèce de droit coutumier qui se colle au droit international. Le droit coutumier qui est en train de se greffer, c'est que les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de l'OTAN, ont le droit d'attaquer des États, un ou plusieurs États membres de l'OTAN, et contrairement à l'article 5 que je vous ai lu tout à l'heure, eh bien les autres États n'apportent aucune suite et ne protestent pas. C'est un privilège qui est réservé uniquement aux États-Unis d'Amérique. Où va-t-on ? On ne saurait pas mieux montrer l'état de vassalisation incroyable du monde occidental, de l'Europe occidentale vis-à-vis des États-Unis. Il y a un dernier point, c'est que ceux qui nous expliquent que M. Hersh, le journaliste, est gâteux, qu'il aurait des sources extrêmement filandreuses, etc., etc. C'est qui alors qui a fait pour eux ? Puisque tous les indices convergent, y compris le qui prodet latin que je disais, c'est-à-dire à qui profite le crime, tout converge pour montrer, c'est gros comme le nez au milieu du visage, que c'est à Washington que la décision a été prise. Alors ceux qui disent que tout ça est faux, ils proposent quoi comme réponse ? C'est quoi ? C'est le roi du Tonga qui a décidé de faire ça ? Ou bien la présidente de l'Assemblée parlementaire à Asunción au Paraguay, c'est eux qui ont décidé ça ? En fait, et je conclurai là-dessus, ce qui est extrêmement grave dans tout ça, c'est que c'est, d'une certaine façon, on constate que l'Occident est en train de mourir, en tout cas ce qui a fait la grandeur de l'Occident. Le monde occidental, en 1968, pour le meilleur ou pour le pire, c'était encore le monde vers lequel se tournaient tous les peuples du monde, parce qu'on savait que c'était quand même des pays où régnait la science, régnait la vérité, la justice, le souci, même s'il y avait énormément d'injustice, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais en tout cas, on avait confiance. Dans les années 60, dans les années 70, on avait globalement confiance dans les entreprises pharmaceutiques. On avait confiance dans les vaccins. Quand on nous disait que c'est un vaccin, on peut y aller, il a été testé, on avait confiance. Lorsque le président de la République française, c'était Charles de Gaulle, disait quelque chose, on avait confiance, on savait que c'était pas des cracks. Lorsqu'il y avait un journaliste aux États-Unis qui d'un seul coup démasquait le rôle terrifiant des crimes de guerre de l'armée américaine, bien la population américaine avait confiance dans ces médias. On avait globalement un monde de confiance parce que fondé sur des grandes valeurs transcendantes qui étaient celles, héritées sans doute du christianisme, depuis des siècles et des siècles. Et donc un souci de l'éthique, de la vérité, de la justice. C'était un monde qui n'avait pas été entièrement vérolé par le mensonge et le règne exclusif de l'argent. Alors, à contrario, aujourd'hui, moi, je suis personnellement extraordinairement inquiet
extraordinairement inquiet de constater que ce monde-là a disparu et que nous sommes désormais, je suis désolé de le dire, mais nous sommes vraiment en effet, comme le dit Poutine, devenus l'empire du mensonge. Parce que sur cette affaire précisément, je suis désolé de le dire, on va encore dire que je reçois des valises de Poutine, bien sûr, bien sûr. Quand on dit ça, on va dire aussi que je suis un personnage controversé. Quand on dit ça, c'est qu'on ne sait pas dire quoi d'autre chose. La vérité telle qu'elle se dessine et telle qu'elle oblige à le dire, c'est que dans cette affaire, ça n'est pas Poutine. Poutine et les autorités russes ont été victimes, puisque c'est leur installation qui a été détruite. Et ceux qui sont les auteurs, c'est bien Washington. Washington qui non seulement est l'agresseur, mais également le menteur. Et il se trouve que ça correspond au pattern, comme on dit, déjà au modèle, hein, au principe déjà que l'on a vu sur l'affaire de conflit en Ukraine, puisque contrairement à ce qu'on nous serine dans les grands médias français, le problème en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022. Il a commencé bien avant. Il a commencé à partir du moment où les États-Unis d'Amérique ont décidé de grignoter progressivement toute l'Europe, puis maintenant l'Ukraine, avec l'OTAN et les États-Unis, pour se rapprocher de la Russie en attendant de la démanteler. Voilà ce dont il s'agit. Un petit post-scriptum à cette vidéo. Je venais de terminer à peine la vidéo que vous venez de voir lorsque l'on a appris que la République populaire de Chine demande officiellement, l'ambassade de Chine en France a d'ailleurs fait un tweet sur le sujet, la Chine demande officiellement aux États-Unis de s'expliquer sur les accusations formulées par Seymour Hersh. Alors, le département d'État avait répondu, circulé, il n'y a rien à voir. Ils démentent formellement toute implication. Ils disent que tout ça est absolument faux. On ne peut pas se contenter d'une réponse de cette nature. Il faut effectivement demander à la Norvège, au gouvernement norvégien de s'expliquer, essayer d'avoir une confrontation avec Seymour Hersh et le gouvernement norvégien, puisque la Norvège est partie prenante à cette affaire. Et puis il faut le demander ensuite officiellement au gouvernement américain en donnant des précisions très précises sur tous les détails qui ont été fournis par Seymour Hersh. Donc ce que je trouve encore plus extraordinaire que tout, c'est que les 5 entreprises partenaires de Gazprom dans Nord Stream, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ces entreprises il y en a 2 entreprises allemandes, une entreprise autrichienne, une entreprise française, Engie, et une entreprise britannique, la Shell. Normalement, c'est elles qui sont les premiers concernés, puisque c'est une destruction d'une partie de leur patrimoine. Et donc, normalement, ce sont les gouvernements allemands, autrichiens, français et britanniques. C'est le gouvernement de Berlin, de Vienne, de Paris et de Londres qui devraient demander des éclaircissements. Mais non, en fait, c'est Pékin. Donc ça prouve quand même à quel point, j'en ai déjà parlé, à quel point nous en sommes rendus de vassalisation, puisqu'on n'a même pas le droit de poser des questions, alors que je l'ai déjà dit tout à l'heure, et j'y reviens, tout le monde sait que ce sont les États-Unis à 99,999% de probabilité. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique sont coutumiers de plastiquer des gazoducs des pays adverses. Ça a commencé en 1982. Le président Reagan de l'époque, le 13 septembre 1982, avait demandé de faire exploser le gazoduc Siberia. Et pourquoi donc en Russie? Parce que ce gazoduc devait livrer du gaz bon marché aux pays européens. C'est exactement la même chose, exactement le même cas que les États-Unis donc avaient décidé de faire sauter le gazoduc Siberia. Et puis, on a appris cette affaire que plus tard, ça a été définitivement confirmé, notamment par un article du Washington Post, un journal américain, de 2004, c'est-à-dire 22 ans après. Donc ça veut dire, bien entendu, que sur le coup, quelqu'un aurait dit ce sont les Américains qui sont derrière, j'imagine, évidemment, qu'on nous aurait expliqué que c'était des complotistes, des ci et des ça. Il faut attendre un petit peu de temps. Voilà, les langues se délient avec le temps. Et puis ça n'est pas le seul exemple. Les Américains ont également fait exploser un gazoduc. Je ris, mais
c'est tout sauf drôle. Ce qui me fait rire, c'est simplement le phénomène de la répétition d'une part et du côté outrageusement évident d'autre part que représentent toutes ces actions. Là, nous ne sommes plus en Russie, là, nous sommes au Nicaragua. Vous savez, avec le régime sandiniste du Nicaragua qui était la bête noire des États-Unis d'Amérique. Et donc, le 13 septembre également 1983, à Puerto Sandino, les Américains ont fait exploser un gazoduc qui était le gazoduc qui servait à avoir du gaz au Nicaragua. Alors, cette affaire a fait scandale. Et d'ailleurs, le Nicaragua ne s'est pas dégonflé, lui, puisqu'il a attaqué les États-Unis d'Amérique devant rien moins que la Cour internationale de justice relevant de l'ONU, c'est-à-dire de la plus haute instance juridique internationale, qui donc s'est penchée sur le cas. Alors, ça nous dit au passage ce que devraient faire, bien entendu, la France, l'Autriche, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui sont directement partie prenante dans cette affaire de gazoduc Nord Stream explosé. Non seulement il devrait y avoir une saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il devrait y avoir également une saisine de la Cour internationale de justice en attaquant les États-Unis d'Amérique pour probable destruction de gazoducs. Voilà ce qu'il faudrait qu'il y ait. Mais évidemment, ce serait dans un autre monde où la France serait dirigée par des gens qui ont gardé tout simplement le sens de l'honneur. Et je terminerai sur ce point. Est-ce que vous imaginez confier les rênes de la France, le gouvernement français, à des dirigeants qui ne sont même pas capables, sur une affaire aussi grave, un acte de guerre aussi grave qui est en train d'entraîner l'Allemagne, mais aussi l'économie française, à la ruine, qui est en train de ruiner le peuple français? Aucun responsable politique en France, sauf moi, n'est capable de vous dire exactement la situation. Ils biaisent, ils se contournent, ils se mouvent, mais tout le monde se carapate. Ils ont peur, ils ont les jetons. Voilà la vérité. C'est d'ailleurs exactement pareil pour tous les débunkers, journalistes, etc. Ils ont peur. Est-ce que l'on peut libérer la France avec des dirigeants politiques qui ont peur de l'oncle Sam et avec une presse qui est aux ordres? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle je vous appelle à un formidable sursaut, à un formidable réveil du peuple français. Comme disait le général de Gaulle, il faut nommer l'ennemi. Il faut nommer l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui a fait exploser Nord Stream pour ruiner l'économie européenne et l'économie française en particulier. Vive la République et vive la France.